Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc Cyril Liébard, je suis chargé de mission pour la région Sud et nous sommes ravis de vous accueillir nombreux dans le cadre de notre programmation 2022-2023 à ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation qui s'intitule Études de santé, pas sous l'AS, ce qu'il faut savoir avant de candidater. Donc une étape à nouveau structurante et primordiale que nous allons aborder aujourd'hui. Très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder ce sujet, pour rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le ministère et les services académiques ainsi que le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis de l'orientation. Et ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Nous avons en tout et pour tout programmé une douzaine de webinaires entre novembre 2022 et fin mai 2023, webinaires qui visent plusieurs objectifs. Donc, d'une part, de vous accompagner dans votre cheminement, la phase d'orientation. D'autre part, de répondre au mieux à vos attentes et questions pour que cette période soit tout simplement vécue pleinement et non pas subie. Vous rappelez également que ces webinaires se veulent complémentaires d'une part du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN et dans les CIO, complémentaire également de toutes les réponses et outils qui existent par ailleurs, tels que les salons qui se tiennent sur le territoire, les guides qui sont proposés sur le site orientationregionsud.fr, mais aussi les outils qui sont accessibles sur ce même site, tels que les fiches métiers, le recensement de tous les salons, la plateforme téléphonique de conseil, le GPS de l'orientation Carte au Sud. Voilà, vous précisez également que vous avez la possibilité, durant ce webinaire, de poser vos questions en direct dans le fil de discussion et nous les ferons remonter en cours de webinaire. Et à titre indicatif, si vous souhaitez revenir sur des points qui seront évoqués durant ce temps en direct, sachez que ces webinaires seront également accessibles et consultables sur le site orientationregionsud.fr. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Karine et à l'ensemble de nos intervenants et je vous souhaite un très très bon webinaire. Bonjour à tous, merci Cyril. Donc, nous avons le plaisir et nous remercions très chaleureusement les intervenants qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui sur cette thématique études de santé pas sous l'AS. Nous avons 3 enseignants-chercheurs de Aix-Marseille Université et puis en complément la vision d'une étudiante qui est en pleine période de partiel. Donc, je souhaitais la remercier pour sa mobilisation parce qu'elle va apporter un regard un peu complémentaire, notamment puisqu'elle s'occupe du tutorat, elle pourra s'occuper, vous parler un petit peu des ressources qui sont mises en place par cette association d'étudiants qui fait partie de l'offre d'Aix-Marseille Université. Pour commencer, Madame Chaumoitre, donc Katia Chaumoitre, qui est présidente du comité des études et en charge des sujets PASS-LAS à Aix-Marseille Université, va nous présenter de façon assez structurante l'organisation de cette réforme et la façon dont elle se met en œuvre dans le cadre d'Aix-Marseille. Et puis ensuite, ses collègues interviendront pour apporter un certain nombre d'informations complémentaires. Madame Chaumoitre. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de questions, on va directement passer à la présentation. Donc, je vais faire cette présentation de façon rapide pour laisser du temps aux questions et je pense qu'on vous fournira cette présentation. Vous pourrez comme ça y revenir de façon plus calme. Donc, le but est de vous conseiller entre PASS-LAS dans Aix-Marseille Université, savoir qu'est-ce qu'il faut choisir comme parcours, pour quel type d'étudiants et pourquoi faire. Donc, cette réforme de santé, elle date de 2019, donc elle est encore fraîche, mais elle commence à être un peu plus connue et maîtrisée. Donc, 3 points importants. Pourquoi cette réforme? C'est pour diversifier les parcours et donc les profils d'étudiants qui vont faire santé. Avant cette réforme, les étudiants qui faisaient santé étaient principalement des étudiants scientifiques Bac S, souvent avec Bac avec mention. Et le but de ces filières différentes, c'est de pouvoir ouvrir à des étudiants d'autres filières, d'autres profils, mais qui restent dans tous les cas des étudiants, de bons étudiants travailleurs. Donc, c'est quelque chose que je vais vous redire régulièrement parce que ça reste très important. Vous avez tous entendu parler du numerus clausus qui a disparu avec cette réforme, mais ça ne veut pas dire que le nombre de places est illimité. Ça reste sélectif. On parlera des places juste après. Les points importants à comprendre, c'est que les lycéens ont toujours 2 chances d'accès en santé, comme c'était déjà le cas
quand c'était PACES. La différence, c'est que PACES pouvait se redoubler, mais quand l'étudiant ratait 2 fois PACES, il n'avait aucune équivalence, il repartait à 0. Alors que maintenant, l'année de PASS équivaut à une année de première année de licence. L'étudiant peut aussi passer dans les filières LAS, on va en parler. Et dans tous les cas, la deuxième chance se fait en avançant dans le parcours. Donc le principe, c'est d'avancer dans le parcours et pas de rester, de redoubler et donc d'avoir moins de situations d'échec. Donc 2 parcours principaux dont on va parler aujourd'hui. Le parcours PASS, parcours spécifique accès santé, donc qui a remplacé le PACES. Donc cette année de PASS ne peut pas se redoubler. C'est une majeure santé et une mineure licence. On verra juste après quelles sont les différentes mineures licences proposées par AMU. Et en miroir, les différents parcours LAS, qui sont des licences accès santé. Donc il y a beaucoup de licences, je vous montrerai un peu juste après. Et donc dans ce cadre-là, c'est une majeure licence et une mineure santé. Dans les 2 cas, la mineure licence et la mineure santé, donc cette partie-là de l'année, se fait en ligne. C'est le choix que nous avons fait dans AMU, on va y revenir. Donc les filières qui sont accessibles à la fois par PASS et par LAS, ce sont les 5 filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Donc il faut bien comprendre que vous fassiez PASS ou que fassiez LAS, vous avez accès à toutes ces filières. Il n'y a pas de quota particulier, il n'y a pas de voie particulière. Les 5 filières sont accessibles par les 2 parcours. Je vous ai mis une petite diapositive sur les débouchés, les durées d'études, etc. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez le regarder tranquillement. Et le professeur Devred vous fera un petit rappel spécifique à la pharmacie tout à l'heure. Alors, rentrons dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on peut faire PASS l'année prochaine à AMU? Il y a 1630 places Parcoursup prévues. Donc, si vous choisissez PASS, vous avez une majeure santé qui sera en présentiel à la Timone, dans le campus Timone à Marseille. Et vous aurez un choix de mineur licence, où je vous ai affiché toutes les différentes mineures possibles dans le PASS actuel. Cette mineure, elle se fait en ligne, donc vous n'avez pas besoin d'aller dans les différentes facultés. Et vous avez plus ou moins de places dans chaque mineur. Donc nous avons 8 mineurs actuellement, droit, économie-gestion, une mineure commune entre anglais et espagnol, une mineure commune lettres, anthropologie, physique-chimie, psycho, une mineure commune sciences de la vie et STAPS, et une nouvelle mineure dont je dirai un petit mot tout à l'heure, qui est une mineure sciences infirmières. Donc, l'année de PASS ne peut pas se redoubler et compte pour une chance d'accès santé, en sachant que chaque étudiant a 2 chances. Autre filière possible, les différentes filières LAS. Donc, une large palette de licences est possible dans AMU, dans toutes les composantes. Donc, vous avez plus d'une vingtaine, même plutôt une trentaine de LAS 1 possibles à AMU, donc avec 800 places dans Parcoursup. Dans le LAS, vous avez une année de licence classique, donc ça sera votre majeure licence, et vous aurez une mineure santé qui sera la même pour tous les LAS 1, donc la mineure santé 1, qui correspond à 80 heures de cours en ligne, que l'étudiant va devoir travailler en autonomie, et pour lequel il aura un examen en fin d'année qui sera un examen commun à l'ensemble des LAS 1 d'AMU. Nouveauté depuis 2021, nous avons des partenariats avec Toulon et Avignon, qui sont 2 universités dans lesquelles il n'y a pas de faculté de santé et qui, par contre, ont ouvert des LAS 1. Donc, un étudiant qui habite à Toulon peut très bien choisir de faire une LAS 1 à Toulon et donc de rester dans son lieu d'habitation avec la logistique de ses parents, etc. Et s'il réussit santé, en 2e année, il viendra dans le campus santé à la Timone. Donc, je vous ai un peu listé, mais il y a beaucoup de licences possibles. Et l'étudiant qui est dans la filière LAS, il a lui aussi 2 chances d'accès en santé qu'il pourra choisir en 1re année, en 2e année ou en 3e année. On reviendra là-dessus juste après. Comment se déroulent ces années de PASS et de LAS? Donc, c'est globalement relativement symétrique. Donc, en PASS, vous avez une majeure santé en présentiel sur la Timone et votre mineure licence en ligne. Vous avez un examen écrit au 1er et au 2e semestre, un classement. Et à partir de ce classement, la moitié des places sont accessibles directement, sans oral, aux meilleurs étudiants. Et l'autre moitié des places sont accessibles après un oral, sur lequel je pourrais revenir si on a le temps. Et pour les LAS, c'est pareil. Donc, la licence, ça va dépendre de votre licence. Chaque licence a son déroulé d'année spécifique, donc qui sera sur les différents campus d'AMU à Toulon, à Avignon, en fonction de votre licence. La mineure santé qui sera en ligne. L'examen
vous aurez l'examen de la licence et la mineure santé qui sera sous format QCM à la fin de l'année. Et là aussi, un classement pour l'accès sélectif, les 50% les mieux classés ont un accès direct et les autres vont passer par un oral. Un petit mot sur les nombres de places. Je vous ai mis les nombres de places de cette année qui ont été votés pour ceux qui sont actuellement en PASS ou en LAS première année. Donc, vous voyez qu'au total, on a quand même de nombre de places pour santé qui est important, puisque pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, on a 786 places au total, plus les places de kiné qui sont en général autour de 170 et qui sont décidées en cours d'année, ce qui vous fait pas loin de 1000 places pour santé tout mélangé. Sur ces places-là, la moitié des places sont pour les passes et l'autre moitié des places, plus les passerelles, dont les passerelles, en fait, sont pour les LAS 1, les LAS 2, les LAS 3 et les passerelles. Un petit mot sur comment est-ce qu'on candidate et les taux de réussite. Donc, sur le côté passe, donc à gauche la diapositive, parce que normalement, mon diaporama est un diaporama et c'est un PDF, ça s'affiche tout en même temps. Donc, la partie gauche de la diapositive pour passe. Pour pouvoir candidater dans les filières sélectives, donc MOPK, il faut que l'étudiant réussisse son année de passe, donc ait la moyenne sans rattrapage. Donc, pour cette note, on va prendre en compte toutes les notes de la majeure santé et les notes de la mineure licence. Et ça voudra dire qu'il a validé son année de passe comme une année de licence. Ensuite, il aura un classement dans lequel on ne se servira que des notes de la majeure santé pour le classement. Donc, ça, c'est le cas maintenant, mais peut-être que ça évoluera dans les années prochaines. Et en fonction de son classement, il va pouvoir candidater dans les différentes filières MMOPK. L'année dernière, on avait à peu près 30% de réussite pour l'ensemble des filières, pour ces étudiants qui étaient en passe, qui sont tous des étudiants primants, ce qui change des PACES, parce que dans les PACES, beaucoup de places étaient prises par les doublants. Et le taux de réussite des primants était très faible. Là, grâce à la réforme, le taux de réussite de ces primants a nettement augmenté, donc avec 30% de réussite. Si jamais l'étudiant n'est pas pris en deuxième année de santé, mais qu'il a validé son année, donc il a eu la moyenne, il pourra aller directement en deuxième année de licence accès santé dans la licence qui correspond à sa mineure qu'il a choisie dans son PASS. Donc si par exemple il a fait un PASS mineur droit, il n'a pas réussi à rentrer dans les places sélectives, mais il a eu la moyenne, il va aller en deuxième année de LAS 2 de droit et il pourra recandidater en santé, soit en deuxième, soit en troisième année de LAS, avec un taux de réussite en LAS 2 qui est beaucoup plus important qu'un taux de réussite en première année, que ce soit à LAS 1 ou PASS, comme c'était le cas des doublants avant PACES. Si jamais il n'a pas réussi du tout, il n'a pas eu la moyenne, ce qui correspond à peu près à la moitié des étudiants de PASS qui n'arrivent pas à avoir la moyenne, à ce moment-là, il pourra quand même tenter sa deuxième chance, mais il va falloir qu'il se réinscrive dans Parcoursup pour aller en L1 et pas en LAS 1, et il pourra candidater à partir de la LAS 2. Le côté LAS, donc pour pouvoir candidater en santé, il faut que les LAS réussissent leur licence sans rattrapage. Donc c'est un point important, puisque en première année de licence, actuellement, les taux de réussite sont entre 20 et 40%. Ce qui veut dire qu'il faut que ce soit un bon étudiant qui travaille bien pour qu'il réussisse sa licence. Il faut qu'il ait au moins 10 sur 20 à l'examen de la mineure santé, qui se passe en fin d'année en QCM. Ensuite, on fait un classement. Le classement, il prend en compte la note du premier semestre de la licence pour 60% de la note. Et ces notes, elles sont harmonisées entre les différentes licences, puisque suivant la licence où il est, bien sûr, on ne va pas mettre les notes strictes de la licence. Si certaines ont 18 de moyenne et d'autres ont 10 de moyenne, forcément, ça ne serait pas équitable pour les étudiants. Donc, cette note de licence, elle est harmonisée entre les licences. Et on y rajoute la note de mineure santé pour 40% de la note. Avec ça, ils ont un classement et ils peuvent rentrer en santé. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, il y avait à peu près 600 étudiants qui étaient inscrits en LAS 1 au début de l'année. Il y en a 200 qui ont candidaté à l'accès sélectif, parce que la différence avec PASS, c'est qu'en LAS, l'étudiant choisit s'il veut candidater ou pas. Et on a eu 45% de réussite sur ces étudiants. Si jamais ils ont raté, ils peuvent continuer en LAS 2 ou 3. Donc en LAS 2 ou 3, il peut y avoir soit des étudiants de LAS 1, soit des étudiants qui viennent de PASS. Et en LAS 2 et 3, les taux de réussite sont très élevés, à plus de 80% de réussite. Un point important, l'année dernière, les places offertes en santé pour les LAS 1 n'ont pas toutes été pourvues. On a eu 40 places libres, non pourvues, qui ont pu être reportées sur les étudiants de PASS. Mais cette année, on est limité à 50% en PASS. Donc, s'il y a des places qui ne sont pas prises, c'est des places perdues.
Les attendus Parcoursup de PASS, ils sont présents dans Parcoursup, je passe rapidement, donc c'est les notes de français, les notes d'anglais. Ce qui compte le plus, ça va être les notes des matières scientifiques SVT, maths, physique, quelle que soit celle que vous gardez en terminale, donc parmi les 3. On prend en compte aussi les sciences d'ingénieur et informatique qu'on considère comme étant aussi des matières scientifiques. On va prendre en compte la fiche à venir, qui est importante sur l'avis sur les étudiants, sur ses capacités de travail notamment, le projet personnel et la note de motivation. Une nouveauté cette année, la mineure sciences infirmières en PASS. Donc cette mineure sciences infirmières est ouverte cette année. Et les étudiants qui sont en PASS mineure sciences infirmières, soit ils réussissent de rentrer directement en santé, soit ils ne réussissent pas, ils vont aller en deuxième année de cette nouvelle licence. C'est une licence sciences infirmières universitaire qui va ouvrir l'année prochaine, la deuxième année. Et il y aura aussi une deuxième chance, il pourra retourner en santé. Et s'il continue en licence IFSI universitaire, au bout de 3 ans, il a un diplôme d'infirmier et une licence. Pour le parcours LAS, les profils dans Parcoursup sont divers puisque ça dépend de chaque licence. Donc, vous avez à chaque fois dans Parcoursup les attendus selon la licence. Et donc, c'est vraiment l'attendu de licence qui va faire le choix des étudiants. Ce n'est pas du tout le fait qu'ils candidatent en LAS, c'est les attendus de la licence. La LAS, c'est une licence avec une mineure santé, et donc vous avez beaucoup de choix. Je vous les ai mis là. Donc, vous avez toutes les LAS 1 qui sont disponibles dans AMU. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de sites, ce qui permet aussi aux étudiants d'être proches de chez eux. Et je vous ai noté aussi les LAS d'Avignon et de Toulon, qui permettent là aussi aux étudiants de ces villes de pouvoir rester chez eux pour la première année et venir en deuxième année pour faire santé. Donc, vous savez tous maintenant, enfin je suppose qu'on vous a tous bien expliqué Parcoursup, donc il suffit de noter PASS Marseille ou LAS Marseille ou LAS Avignon, LAS Toulon pour avoir ces formations. Et je vais terminer sur les messages à retenir. Donc, pour Parcoursup, c'est important de s'inscrire à la fois dans les 2 parcours. Donc, si vous voulez faire santé, ne choisissez pas qu'un seul parcours, inscrivez-vous à la fois en PASS dans plusieurs mineures licences, voire dans toutes les mineures licences. Parce que si vous candidatez PASS mineur anglais-espagnol, c'est que 50 places et pas 130 places. Donc, très important de candidater à toutes les mineures licences. De candidater également dans les filières LAS en choisissant les licences qui vous correspondent, donc celles dans lesquelles d'abord ça vous plaît, et puis aussi celles dans lesquelles vous serez bon. Les 2 types de parcours permettent l'accès santé. Les places sont différentes. Enfin, le pool de places qui est réservé pour les PASS n'est pas le pool de places réservé pour les LAS. Donc, c'est vraiment des pools de places différents. Les points communs, c'est une grande capacité de travail dans les 2 cas, une très grande organisation du travail et une motivation. Donc, c'est vraiment le point important. Dans tous les cas, il faut un étudiant qui ait une grosse capacité de travail, un étudiant très sérieux. Et après, choisir en fonction de son profil. Donc, l'année de PASS, par exemple, ça va être, donc je pense qu'Erika pourra nous en parler après, ça va être 4 heures de cours tous les matins, qui ne sont pas des cours de présence obligatoires, donc vous y allez ou pas. Et après, vous avez le reste de la journée pour les apprendre par cœur. Et l'année est très condensée, avec un examen qui est uniquement sous format QCM. Donc, ça convient à certains étudiants, ça ne convient pas du tout à d'autres étudiants. Donc, il faut vraiment trouver ceux à qui ça convient. Alors qu'en licence, vous allez avoir aussi besoin d'une grande capacité de travail, mais vous allez être une organisation différente, des cours toute la journée, des TP, des ED, du contrôle continu, des examens qui pourraient être en rédactionnel. Donc, c'est différent. Et donc, il faut vraiment choisir ce qui est le plus adapté à votre profil. Et s'entraîner dès la terminale à être travailleur, sérieux, concentré, organisé. Tout ça, ça permet de pouvoir réussir l'année suivante. Et donc, je termine simplement sur la journée de porte ouverte. Donc, vous avez des journées de porte ouverte dans toutes les composantes AMU qui sont prévues le mercredi 1er février l'après-midi et le samedi 4 février. Donc, vous pourrez aller dans toutes les composantes. Et pour ce qui est des journées porte ouverte santé, elles sont prévues le 4 février au campus Simone dans la faculté de pharmacie, avec matin et après-midi. On répète 2 fois les choses. Donc, ça permet aux gens de venir en fonction de ce qu'ils veulent. Et donc, on pourra tout vous expliquer. Voilà, j'essaie de tenir mon temps pour qu'on ait le temps pour les questions.
Nous vous remercions, Madame Chaumoître. Alors, peut-être avant de passer la parole à Valérie Kerfeilec, je voudrais juste peut-être reprendre un certain nombre de questions de façon à ce qu'on puisse éliminer des sujets. Alors, il y a un sujet sur l'Université de Nice. Bien entendu, là, en l'occurrence, nos intervenants sont des représentants d'Aix-Marseille Université. Peut-être, et là, je ne sais pas si l'un d'entre vous… Alors, je peux répondre si vous voulez, donc pour ce qui est de Nice. Voilà. Il y a un sujet sur… Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance des non, questions. Alors il faut que je ferme, il faudrait que j'arrête mon partage, alors, en fait, non ? Ce que je voulais en fait, vous synthétiser… Voilà, ensuite, je n'ai pas, pas les questions affichées, si vous l'avez quelque part. C'est bon, je les ai, c'est bon, j'ai trouvé où c'était. Et donc, en fait, il y avait un sujet sur… il semblerait que Nice n'ait plus de passe. Oui, alors à Nice, il n'y a plus que du LAS, effectivement, avec un système où chaque LAS, donc par exemple droit, éco-gestion, etc., correspond à une année dans laquelle il y a à peu près la moitié des cours qui sont de la santé et la moitié des cours qui correspondent à la licence correspondante. Ces cours sont globalement plutôt en présentiel, donc les étudiants vont faire 2 jours, par exemple, dans la fac de médecine et 2 jours dans la fac de droit. Donc c'est une autre façon de faire. Effectivement, c'est du tout LAS et donc ceux qui candidatent sur Nice ne peuvent pas demander passe Aix-Marseille sous prétexte qu'il n'y a pas de passe à Nice, puisque du moment qu'il y a un accès santé, que ce soit pas sous LAS, c'est considéré comme un accès santé. Donc un étudiant de Nice qui voudrait candidater en passe à Marseille sera considéré comme hors académie. Voilà. Et donc ça, c'était la deuxième question. En effet, il y a des gens qui sont limitrophes, mais qui sont sur l'Académie de Nice. Donc on est bien d'accord, ils sont prioritaires pour l'Université de Nice, enfin l'Université Côte d'Azur, ils ne sont pas sur Aix-Marseille Université. Alors après, si je prends les questions, comme ça Valérie pourra rebondir, je vois que la deuxième question, c'est est-ce qu'avec un bac STI 2D, on peut avoir accès à l'AS ? Et on a la même question sur les ST2S. Donc peut-être Valérie Kerfeilec. Il faut que tu allumes ton micro. Ça va dépendre des licences, évidemment. Donc, comme l'a dit Katia, les attendus de Parcoursup sont bien notés sur les descriptifs et précisent s'il y a des filières, par exemple, qui sont plus en difficulté ou privilégiées, au contraire. Donc, ça peut très bien marcher dans certains types de domaines. Un peu moins peut-être dans d'autres. C'est un peu vaste comme question, ça va dépendre si on est sur une licence par exemple philosophie ou donc une LAS philosophie ou sur une LAS d'une autre nature. Voilà. Alors globalement, il faut quand même savoir que ça soit pas sous LAS, c'est quand même principalement des bacs généraux. Hein. Donc il faut quand même être… Après, il faut bien savoir que dans d'autres filières, notamment les filières paramédicales, vous avez une ouverture qui est beaucoup plus large sur des bacs ST2I ou des choses comme ça. Après, la question, c'est si les majeures sont prises comme des… Alors, dans l'AS, est-ce que les majeures sont prises comme des vœux ou bien des sous-vœux ? Je suppose que c'est les mineurs plutôt. Ce sont des sous-vœux, je pense. Et quelle matière doit-on retirer dans les 3 matières scientifiques ? Celles que vous voulez. Puisque pour nous, on prend en compte ces 3 matières. Donc, ça dépend des notes de l'étudiant, des matières qu'il préfère. Et ça dépend aussi de sa projection qu'il peut faire dans une éventuelle licence s'il ne réussit pas son pass. Oui, il faut qu'il envisage ça dans une continuité. C'est-à-dire que si il veut faire pass, mais qu'il se dit que si jamais il ne réussit pas, il ira, par exemple, en LAS de SV, il a plutôt intérêt à garder SV en terminale. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'envisager sur un parcours complet, quoi. Après, le contenu de la mineure santé 1 est un contenu qui est choisi exprès pour être faisable par des gens qui n'ont pas forcément un bagage scientifique trop élevé, parce que sinon, ça ne sert à rien si on met une mineure santé qui n'est réussissable que par des scientifiques, on n'ouvre pas du tout les parcours. Donc, on a choisi de mettre dans la mineure santé 1 l'anatomie, donc un gros module d'anatomie générale. Et avant, pour faire médecine, on passait par lettres, et donc les anatomistes c'était des lettrés, donc apprendre l'anatomie ne demande pas de connaissances scientifiques particulières. La physiologie, médicaments et santé, et un peu de biocellulaire, mais des notions pas trop complexes. Peut-être juste, donc pour revenir, parce que manifestement, il y a beaucoup de questions sur cette histoire de priorité académique. Je pense qu'on peut le redire et après on passera au sujet suivant. Les élèves de l'Académie d'Aix-Marseille sont prioritaires pour
pour l'Université d'Aix-Marseille. Et donc, il y a donc des accords avec l'Université de Toulon et l'Université d'Avignon. Vous l'avez rappelé, Madame Chaumoitre. Donc, voilà, pour les questions de Toulon, vous pouvez en effet vous inscrire. Du moment que c'est dans l'AS, c'est-à-dire qu'en LAS de Toulon ou en LAS d'Avignon, on a un accord. Donc, en LAS de Toulon et en LAS d'Avignon, si vous réussissez, vous irez en santé à Aix-Marseille. Voilà. Parce que c'est un accord avec Toulon et Avignon. Après, ce matin, j'ai vu M. Cassard dans une autre réunion. Donc, pour ceux de Nice, enfin, ou ceux qui dépendent de Nice et qui voudraient venir à Marseille, ils peuvent aussi faire des demandes de dérogation auprès du rectorat s'ils ont une raison particulière. Ils peuvent essayer de faire une demande de dérogation. Mais sinon, ils seront sur le quota des hors académie, qui est un petit quota. Voilà. Là, je crois que c'est très clair. Madame Kerfelec, on va vous passer la parole. Notamment, vous aviez des points à apporter sur la question à la fois du bien-être, mais aussi des sujets logistiques, puisque c'est très bien de pouvoir éventuellement rejoindre la PAS à Aix-Marseille, mais justement, la PAS, elle est à Marseille, si je ne m'abuse. Et donc, il y a aussi tous ces éléments, j'allais dire, de contexte qui ne sont pas négligeables. Oui, c'est un des arguments, mais ça n'est pas le seul. Katia l'a rappelé dans sa présentation. Évidemment, il faut réfléchir aussi à ce qu'on aime faire, voilà, comment on se sent d'accéder à quelque chose de sélectif. Donc, on peut vouloir partir sur un accès santé via le LAS, même si, par ailleurs, d'ailleurs, on est en scientifique, mais parce qu'on est aussi bon et intéressé par d'autres domaines. On peut, Madame Chaumoitre l'a rappelé aussi, accéder via le LAS parce que, justement, on n'est peut-être pas totalement scientifique ou pas très sûr de soi dans le domaine scientifique. Ça permet d'avoir le temps de tester sa capacité dans ce domaine-là, mais également, donc, ce que vous disiez, il y a, et elle l'a montré dans les diapos, une diversité de sites qui est évidemment plus grande lorsqu'on accède par le côté LAS que par le côté PAS. Donc, ça peut quand même être un argument de réflexion pour les familles, il me semble, étant donné qu'une année sélective, voilà, comme une prépa où il vaut mieux être en internat sur place et pris en charge, et voilà, toutes les composantes de type faire le repas, faire le nettoyage, gérer son linge, etc., peut-être l'étudiante pourra nous en dire un mot également, ne sont pas des éléments négligeables. Ça ne veut pas dire qu'on va décider de ne pas faire passe en fonction de ça, mais ça peut être des éléments qui sont importants. L'autre aspect qu'a mentionné aussi Katia Chaumoitre, c'est l'environnement de travail et le type de travail à fournir. Donc, dans une LAS, on est avec d'autres étudiants qui ne sont pas, eux, en accès sélectif. Et donc, il y a aussi une ambiance de travail qui est différente. C'est bien peut-être d'arriver à jauger si on est une personnalité ou un type de travailleur, d'étudiant qui réagit bien à la concurrence parce que ça donne un coup de fouet, il y a une émulation, et c'est ça qui va faire qu'on va se bouger, se secouer, ou au contraire, si ça va être un peu inhibant et qu'on a besoin voilà, d'être dans un cadre où on va travailler en autonomie, se dépasser, toujours beaucoup travailler, elle l'a rappelé, mais arriver à être voilà, dans un univers, un entourage qui n'est pas nécessairement que axé sur cette concurrence et sur cette sélection. Alors, il y a un point, on peut peut-être profiter, Valérie, puisque tu parles de ça. Effectivement, il faut dire aussi que le fait d'être en autonomie sur la mineure santé, c'est quand même un point très difficile. C'est le point difficile des licences. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un étudiant de LAS, quand il va arriver en deuxième année de santé, quelle que soit la deuxième année, nous, notre rôle, c'est qu'il ne soit pas perdu. Que quand il arrive, il réussisse son cursus santé. Sinon, on a tout raté. Donc, pour ça, on a choisi d'avoir une mineure santé qui demande quand même un travail important, qui ne demande pas forcément des conditions scientifiques poussées, mais qui demande beaucoup de travail. Pour que, s'ils arrivent à la réussir, on sait qu'en deuxième année, ils vont y arriver. Et c'est le cas, nous, les deuxièmes années de cette année qui viennent de l'AS, on réussit aussi bien que les autres, parce qu'ils avaient cette capacité de travail. Et pour les aider, c'est là qu'intervient le tutorat,
Donc, le tutorat, ce sont des étudiants bénévoles de 2e année et 3e année de santé qui sont là pour aider à la fois les PASS et les LAS. Et ils font un gros travail sur les LAS qui sont éparpillés dans toute l'académie. En les aidant, en leur donnant les cours déjà pré-mâchés, en leur faisant des QCM sur les cours, en leur donnant un entraînement. Et donc, il faut vraiment, si vous avez des étudiants qui s'inscrivent en LAS, il faut absolument qu'ils se contactent tout de suite le tutorat pour qu'ils aient ce suivi qui est indispensable. Donc, Erika, je te laisse la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, alors je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit de fond parce que je suis dans le hall de la faculté de médecine, donc il peut y avoir un petit peu de bruit de fond. Bonjour, je m'appelle Erika, je suis en 3e année de médecine actuellement et moi je suis passée par PASS. Donc c'était la première année de la réforme, j'étais en PASS, j'avais la mineure sciences de la vie de la Terre, sciences de la vie et STAPS. Voilà, donc moi je vais un peu plus vous parler de ce côté-là de la PASS, comment ça se déroule un petit peu. Parce que quand on est parent, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne parce qu'on n'est pas dedans, donc on ne sait pas trop quoi dire aux enfants et tout, parce qu'on vit quelque chose qui est un peu spécial. Donc au niveau des cours, on en a parlé tout à l'heure, c'est de 8h à midi. Faut savoir qu'ils ne sont pas obligatoires et que vraiment, la plupart des gens ne viennent pas en cours parce que ceux qui vont en cours, c'est uniquement ceux qui comprennent et qui apprennent beaucoup quand on leur explique et quand ils entendent les cours dits par le prof. Sinon, si on est en cours et qu'on n'écoute pas le prof et qu'on est en train de s'endormir, il vaut mieux rester à la BU ou chez soi pour réviser pendant 4 heures au lieu de perdre 4 heures. Donc, les cours, on y va, on n'y va pas, ça dépend de sa méthode de travail. Et l'après-midi, c'est libre et on révise de A à Z. Donc, c'est une année qui est compliquée, à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan pédagogique, quoi. C'est beaucoup de connaissances à apprendre en peu de temps. Donc, on révise tout le temps et ça peut impacter un peu notre bien-être. Mais pour ce côté-là, et pour le bien-être et pour le côté pédagogique, moi, ce que j'avais, c'était le tutorat. J'avais uniquement le tutorat. Donc, le tutorat associatif marseillais, c'est, on en a parlé un petit peu juste avant, une association d'étudiants on est là pour aider les premières années à passer, à réussir le concours. Donc, on priorise l'égalité des chances. On est une association. Donc, au niveau des tarifs, on est à 35 € l'année pour la formule la plus chère pour les passes. On a une deuxième formule pour les passes qui est, il me semble, à 25 €. Et pour les LAS, elle est à 10 €. Voilà. Donc, c'est un prix qui s'explique parce que on est que des étudiants bénévoles. Voilà. Et tout ce qu'on propose comme service pour les passes, on le propose également pour les LAS, sauf que c'est en distanciel. Parce que nous, on s'occupe du côté santé, pas du côté de la licence. Donc, on ne peut pas se déplacer dans toutes les facultés pour proposer des services en présentiel au LAS. Donc, on propose des services uniquement en distanciel. Voilà. La seule différence entre les services qu'on propose entre les PASS et les LAS, c'est que les LAS, on leur donne les cours actualisés. Donc, il faut savoir que la mineure, que ce soit en PASS ou en LAS, c'est juste des cours qui sont envoyés aux étudiants sur Internet et ils sont en totale autonomie. Donc, c'est eux qui font leur planning de révision, c'est eux qui sont vraiment totalement autonomes. Et ils n'ont pas de présentiel pour savoir un petit peu quel cours il faut faire à quel moment, surtout pour les LAS. Donc, nous, on est là pour essayer de leur donner déjà les cours en PDF quand ils n'ont pas envie quand ils ne sont pas auditifs et qu'ils préfèrent lire les cours, bah, ils ont les cours en PDF, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, côté pédagogique, on aide beaucoup d'entraînement, de QCM, et on a un gros pôle bien-être. Donc, par exemple, au début de l'année, s'ils le demandent, on peut, les étudiants ont un parrain ou une marraine. Donc, ça, c'est un étudiant en 2e ou en 3e année qui est passé par la première année et qui sait comment ça marche. Donc, si le première année ne va pas bien, il peut lui
il peut l'aider. Dès qu'il lui envoie un message, il est là. C'est quelqu'un qui se rend disponible pour lui et qui peut manger avec lui, qui peut lui donner tous les conseils dont il a besoin. Voilà, donc ça peut être sympa de le prendre. Donc beaucoup de bien-être, beaucoup d'entraînement. Et il faut savoir que le tutorat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire, rien n'est obligatoire. Donc quand un étudiant prend le tutorat, ça peut être suffisant. Voilà, on entend beaucoup, surtout à Marseille, que si on n'a pas de prépa privée, on ne peut pas réussir. C'est faux. Je suis là, coucou, de troisième année, je vais bien et j'avais uniquement le tutorat. Donc ça peut être suffisant et ça peut aussi être complémentaire à une prépa privée. Donc si vous avez une prépa privée, nous on ne recrute pas sur dossier, on n'a pas de sélection du tout. Les inscriptions, elles se font tout au long de l'année. Donc, si vous voulez venir en décembre, vous pouvez venir en décembre. Voilà. Si vous avez envie de faire uniquement un seul cours du soir, on appelle ça des night tutorat, ben, vous venez à un seul cours du soir. Si vous venez à une seule séance de QCM, c'est très bien aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est un accompagnement qui n'est pas obligatoire, mais qui est toujours mieux de prendre parce que en première année, toute l'aide dont on a besoin, enfin toute l'aide qu'on peut avoir, on la prend, quoi, voilà. Et ça peut beaucoup nous aider pendant l'année. Donc moi, ça a été mon cas, c'est pour ça que je fais partie du tutorat aujourd'hui. Moi, j'allais en cours tous les jours parce que j'avais besoin d'entendre pour enregistrer mes cours. J'allais à toutes les séances de... Alors moi, c'était en distanciel à cause du Covid, mais je faisais toutes les séances de QCM du tutorat, je faisais tous les night tutorats du TAM. Et j'avais ma méthode de travail à moi et ça m'allait pendant toute l'année. Donc voilà. Donc, pas forcément nécessaire de passer par des écuries privées. Il y a pas mal de questions sur les écuries. Hein. Je dois dire qu'il y a des parents très, très informés. En fait, on a plusieurs niveaux d'information des parents, manifestement. Donc, voilà. Donc, ce qu'a dit Erika est tout à fait juste. C'est-à-dire que ce qui est important, l'écurie ne va pas réussir l'étudiant. Hein. L'étudiant, il réussira que s'il travaille beaucoup. Donc, le seul intérêt de l'écurie, c'est si l'étudiant ne sait pas s'organiser, ce qui est déjà pas très bien, mais s'il ne sait pas s'organiser, s'il ne sait pas travailler régulièrement et qu'il a besoin de savoir où il en est, il a besoin de faire des QCM, de voir où il en est, de voir s'il sait travailler correctement pour réussir ses QCM. Donc ça, c'est un point important. Donc l'écurie va servir vraiment à rythmer l'étudiant, mais il ne va pas faire réussir l'étudiant. C'est juste une question de rythme. Éventuellement, effectivement, de l'aider s'il y a un truc qu'il n'a pas compris, mais c'est assez minime finalement sur le côté méthodo qui est quand même vraiment le côté important, à lui expliquer qu'il ne faut pas rogner sur le temps de sommeil, qu'il faut avoir un rythme qui est très régulier, toujours le même toute l'année, sans lâcher, en étant motivé. Donc ça, c'est ce point-là. Les questions souvent sont est-ce qu'on doit faire une P0, c'est-à-dire qu'on doit faire une première année à blanc avant de commencer pour s'entraîner. Il y a pas mal d'endroits où ils proposent ça. Moi, je ne le conseille pas du tout parce que la première année est déjà très lourde, très intense. C'est en gros 2 petits semestres qui sont presque plutôt des trimestres, très intenses. Donc, c'est un peu 2 sprints. Entre les deux, vous avez quand même 3 semaines de vacances, 1 mois de vacances, donc pour pouvoir décompresser à Noël. Et donc, avoir fait une année avant, c'est s'épuiser avant. Donc, la P0, c'est la terminale de vos enfants. Là, si c'est que des parents, la P0, c'est la terminale de vos enfants. Ça veut dire que c'est pendant la terminale, il faut que l'enfant sache, s'il veut faire ça, qu'il faut qu'il soit organisé, qu'il ait un planning, qu'il soit concentré, qu'il sache éventuellement travailler pendant des périodes assez longues quand il a le bac à réviser n'importe quoi. Et c'est ça qui va l'entraîner après en première année. Il n'y a pas du tout besoin d'essayer de voir les choses avant parce que d'abord, après, au bout d'un moment, on les oublie. Et surtout, on est épuisé. Voilà. Pour les prépas privés, alors, ce que je conseille, moi, en général, c'est de bien se renseigner sur ce dont ils ont besoin pour leur année, s'ils ont vraiment besoin d'une prépa privée ou pas. Il faut savoir qu'à Marseille, il y en a énormément et que le prix ne garantit en rien de la réussite. Donc, c'est des organismes privés qui n'ont de compte à rendre à personne, donc ils vendent leur entreprise. Donc, ils ont plutôt tendance à vous jeter des paillettes dans les yeux pour
que vous y allez. Donc, il y en a beaucoup à Marseille. Il faudrait, si vous avez besoin d'une prépa privée pour la première année vraiment et que vous le sentez, bien vous renseigner sur les différentes prépas privées parce qu'elles fonctionnent toutes différemment. Il faut être au courant qu'il y a une femme qui est là, qu'il est suffisant, qu'une prépa privée n'est pas du tout obligatoire. Certaines personnes auront besoin d'une prépa privée pour réussir parce que moi je sais que j'en avais pas besoin du tout parce que j'étais autonome dans mon travail et que je me mettais assez la pression toute seule pour que j'ai une prépa privée qui me mette la pression derrière. Mais voilà, donc bien se renseigner et savoir que c'est pas obligatoire, que c'est une année où il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Et c'est qu'avec la motivation, avec les efforts qu'on produit, qu'on peut y arriver. Bon, ça, je pense que ça vaut pour l'ensemble des académies et des universités du territoire. Moi, je voudrais vous inciter, il y a donc plusieurs personnes qui viennent de l'Académie de Nice. Signalez-le dans le fil de discussion. On va essayer de faire quelque chose pour voir si on peut caler quelque chose avec l'Université de Nice. Ce n'est pas totalement garanti, mais on va faire le nécessaire en fonction de la quantité, la masse critique des demandes. Donc, vous nous l'indiquez et on va voir ce qu'on peut monter avant les journées portes ouvertes. Je voudrais quand même signaler que les journées portes ouvertes de l'Université de Nice, enfin de Côte d'Azur, ont lieu le 4 février au matin, d'ailleurs de la même façon que celle de Aix-Marseille Université. Madame Kerfelec, est-ce que vous avez quelque chose éventuellement à ajouter à ces éléments avant qu'on passe peut-être la parole à François Devred sur un focus plus pharma qui là encore est très macro puisqu'il va concerner évidemment les deux universités. En fait, il concerne, d'ailleurs ce focus, il fonctionne pour l'ensemble du territoire français. Donc, non, juste merci à Erika qui a montré que justement au-delà des différences de conditions de travail, on est quand même tenu et aidé et entouré par donc l'association. Donc ça, c'est important pour les LAS qui sont effectivement, on pourrait le voir, mon argument, on pourrait le voir en sens inverse en se disant on est isolé dans une structure qui n'est pas, dans une licence qui n'est pas forcément, tous les étudiants ne sont pas axés sur une démarche sélective. Et l'autre chose, c'est que dans toutes ces questions, alors il y a une question sur les ECTS. Les ECTS, c'est les crédits, donc il faut le dire comme coefficient. Il y a quelqu'un qui demande là dans le chat. Et toutes les questions sur Nice, quand même, sont pas si... on va pas les traiter là, mais ils ne sont pas si dissociés de notre problématique parce qu'il semble y avoir une inquiétude sur le fait qu'il n'y ait pas de passe à Nice, comme si c'était catastrophique. Or, ce qu'on essaie bien de dire là, c'est qu'il y a deux filières d'accès santé et quand il n'y en a qu'une, ça veut dire que c'est la meilleure et que c'est la bonne et qu'il faut y aller. Je ne pense pas que ça veut dire que toutes les places, voilà. Là, je vous ai montré que la moitié des places chez nous étaient en passe et l'autre moitié était LAS 1, LAS 2, LAS 3 et passerelle. À Nice, c'est un gros pool de LAS. Mais voilà, après, il faut simplement, il faut pas voir ça comme, il faut pas prendre ça comme un problème. En fait, c'est une autre façon de voir. Voilà. C'est une stratégie de dire qui est différente en fait. Mais ça change pas l'accès santé, donc voilà, il faut. Ça le change encore moins si tout le monde est en LAS ou tout le monde est en passe. C'est encore moins, puisque nous, on dit c'est pas si différent. C'est différent dans le vécu, dans la méthode, dans la rythmique, etc. Si tout le monde est en passe ou tout le monde est en LAS, la différence s'annule complètement. Donc, le simple fait de dire, oh là là, je ne peux pas venir faire un pass à Marseille parce qu'il n'y a que du LAS à Nice, ça méritera que, je pense que les familles continuent à bien creuser et à écouter ce qui va être dit là. Voilà, je laisse la parole. Merci. Monsieur Devred, on va terminer par vous. L'idée quand on a préparé cette conférence, de faire un focus sur pharma, cela tient essentiellement au fait que dans l'esprit des gens, et de la plupart d'entre nous, j'allais dire en toute humilité, pharmacie est peut-être la moins bien connue des filières de santé et qui nous semblait intéressant, puisque nous avons plus de 300 parents connectés, de partager finalement le potentiel de cette filière pharma. Alors, c'est c'est pour bien plus tard, mais malgré tout, enfin bien plus tard, c'est pour dans un certain temps, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant que vous puissiez nous en parler. Je vais présenter peut-être la slide et puis je vais vous laisser le micro.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation et merci de me donner la parole justement pour insister sur exactement ce que vous venez de dire. C'est la diversité des métiers de pharmacie. On a l'habitude de montrer cette roue des métiers, comme on appelle ça, pour montrer qu'en fait, la filière officine, c'est une toute petite partie des métiers possibles qu'on fait avec pharmacie. Donc évidemment, c'est la filière la plus connue et ce que les gens connaissent, parce que tout le monde va chez un pharmacien à un moment ou à un autre, dans une officine, mais il y a aussi des pharmaciens dans beaucoup d'autres domaines. Donc les études de pharma, une fois qu'on est rentré dedans en deuxième année, il y a des années communes sur la deuxième année, la troisième année, et en milieu de quatrième année, on choisit une filière qui va nous orienter soit vers l'officine, donc la filière que la plupart des gens connaissent, soit vers l'industrie, soit vers l'internat, pour repasser un concours, pour avoir accès à des métiers qui vont être essentiellement à l'hôpital, en biologie médicale, en recherche. Donc, François, on t'entend pas très bien. François, on t'entend assez mal. Peut-être coupe ta caméra. Je pense que tu manques un peu de réseau. Parce que c'est haché, en fait. Donc peut-être que si tu coupes ta caméra, tu auras un peu plus de réseau. Est-ce que c'est un peu mieux? Tout à fait. Très bien. Alors, je reprends en 2 mots ce que je disais. Merci Katia de m'avoir alerté. C'était juste pour insister sur le fait que les métiers qu'on peut faire après avoir fait la faculté de pharmacie sont très, très divers et beaucoup plus divers que le simple métier d'officinal qui lui-même a évolué quand même au cours des dernières années, qui n'est plus du tout le même qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, avec tout un tas d'actes qui sont maintenant faisables. Vous avez pu vous en rendre compte pendant l'épidémie du Covid. Mais surtout, voilà, il y a énormément de métiers qu'on peut faire. Et donc, il y a plusieurs filières au sein même des études qui vont déboucher sur 3 grandes filières. La filière officine qu'on connaît, la filière industrie, qui conduit souvent à la préparation de double cursus avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, pour aller dans ces filières-là, et des métiers qu'on fait aussi après la filière internat, qui, elle, va déboucher plutôt sur tout ce qui est pharmacie hospitalière, biologie médicale et recherche. Donc le message qu'on essaie de faire passer depuis des années, et donc je suis ravi de pouvoir vous faire passer ce soir, c'est que l'officine n'est pas le seul métier qu'on fait après la faculté de pharmacie. Donc si déjà vous avez retenu ça, après le profil des étudiants qui vont faire pharmacie, c'est éventuellement des étudiants qui seront peut-être, qui sont intéressés par la santé, qui sont intéressés par répondre à des questions médicales, mais qui n'ont pas forcément envie d'être en première ligne et d'être au contact directement des personnes qui sont malades. Donc c'est justement la gestion du médicament, de la délivrance du médicament, de l'accompagnement des patients qui après vont vouloir prendre leurs médicaments de la bonne façon. Ça peut être la recherche sur le médicament, enfin c'est tout ce qui est un petit peu derrière, mais au service d'eux. Donc voilà, si vous voulez, j'ai toujours un petit peu rigolant, si vous voulez être dentiste, vous savez pourquoi, médecin aussi, pharmacien, il peut y avoir aussi plein de raisons différentes et voilà. Mais je pense aussi, François, qu'on peut insister sur le fait que maintenant, parallèlement à ça, pharmacie a de plus en plus de délégations de tâches médicales. Et donc, ça peut être aussi un peu un acteur de soins des territoires, puisque maintenant, les pharmaciens ils vont vacciner. Peut-être il y a des expérimentations sur de la prescription directe par les pharmaciens dans certains types de pathologies. Donc, ça existe aussi dans ce sens-là. Et je voulais juste aussi bien insister sur le fait que le paramédical permet beaucoup de possibilités dans la santé. Donc, il y a beaucoup de filières paramédicales qui sont des équivalents licence ou master selon le temps de la filière. Donc, à AMU, nous avons notamment toute la réadaptation, donc orthophonie, orthopsie, pédicurie, podologie. On va avoir audioprothésiste à partir de la rentrée. Toutes ces filières, c'est des filières de santé qui sont entre 3 et jusqu'à 5 ans selon les cas, et qu'il existe aussi des passerelles pour aller de ces filières de santé paramédicales retourner en accès sélectif. Donc, il y a des passerelles qui existent. Vous avez 2 chances possibles de passerelles. Donc, un étudiant, il a 2 chances dans les filières PASSLAS et il a aussi 2 chances de candidature passerelle. Donc, les passerelles, il peut les faire soit en fin d'études de paramédical, puisque grâce à la nouvelle réforme, c'est possible dès la dernière année, par exemple, d'infirmière, on peut candidater à une passerelle. Donc, alors qu'avant, il fallait avoir travaillé un certain nombre d'années avant une passerelle. Donc maintenant, ce n'est plus le cas pour les paramédicaux. Et pour les non-paramédicaux, les passerelles sont ouvertes à un niveau master.
Donc, ça permet aussi à quelqu'un qui, finalement, après un certain temps, se dit qu'il aurait dû et qu'il aimerait aller dans les filières de santé, de candidater via ces passerelles. Absolument. Et en pharmacie, depuis cette année, on a aussi justement on commence à avoir des préparateurs en pharmacie qu'on forme ici aussi. Et qui, après, pourront avoir une passerelle pour faire pharmacie. Voilà. Très bien. Je vous remercie à tous donc, pour vos contributions pour ce webinaire. Nous allons vous libérer et vous rendre à vos agendas chargés. Merci pour tout. Concernant la suite en fait à donner, donc nous allons vous adresser demain un mail avec l'ensemble des présentations et d'autres liens d'ailleurs parce que le professeur Devred nous avait envoyé un petit lien spécifique sur tout ce qui était pharma. Donc vous allez avoir encore d'autres informations complémentaires. De la même façon, nous avions le flyer de présentation très synthétique, en plus de la présentation très détaillée de Madame Chauvin. L'idée, c'est vraiment de vous donner plein d'outils au maximum. Et puis, on revient vers vous pour cette histoire d'Université de Nice. Si on arrive à monter quelque chose, en tout cas, on vous préviendra. De la même façon, on préviendra tous les inscrits de cette revoyure possible. Ce n'est pas absolument garanti, mais je prends l'engagement de faire mon possible. Voilà. Et si je peux me permettre, si vous êtes là donc le samedi 4 février, n'hésitez pas à passer sur le campus. Vous aurez toutes les composantes de santé qui seront représentées, les étudiants sur des stands, donc vous pourrez poser toutes les questions en détail. Et pour Nice, comme c'est le même jour, nous on a quand même 1 ou 2 étudiants qui vont quand même aller à la journée porte ouverte de Nice pour parler aussi de ça. Bon, sachant que Nice, c'est le matin et nous, par contre, c'est matin-après-midi. Donc, vous pouvez éventuellement faire Nice le matin et nous l'après-midi. Absolument. Voilà, il y a même une complémentarité. Donc, merci infiniment. Merci à tous. Merci pour la mobilisation et puis à très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.